Sarah Massoud, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté à nouveau de nous recevoir au siège du syndicat. Comment définir le féminicide? Comme le meurtre commis sur une femme, ou plutôt le meurtre commis sur une personne parce qu'elle est une femme, ce qui suppose la démonstration d'une intention particulière? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en l'état actuel du droit, il n'y a pas d'incrimination spécifique, d'infraction spécifique de féminicide. Et d'ailleurs, le syndicat de la magistrature a été entendu par une mission parlementaire en janvier 2020 sur la question de savoir si il serait utile, important, efficient en droit et juridiquement de créer une incrimination spécifique de ce que serait un féminicide. Alors oui, vous avez tout à fait raison de dire, est-ce que c'est le meurtre d'une femme? Est-ce que c'est le meurtre d'une personne en raison de son sexe féminin? Est-ce que c'est le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme? Ou seulement parce qu'il y aurait un caractère sexiste de cet homicide? Il n'y a pas aujourd'hui d'incrimination spécifique. Il y a l'incrimination d'un meurtre à caractère sexiste. Il y a des incriminations de meurtre sur conjoint, conjointe, ex-conjoint, conjoint, ex-partenaire lié par un PACS. Il y a le meurtre commis sur une personne vulnérable, notamment sur une personne enceinte. Donc du coup, il y a différentes circonstances aggravantes attachées à la qualification de meurtre ou à la qualification d'homicide volontaire. Mais sur la définition même de féminicide, elle n'existe pas. Et d'ailleurs, pour votre information, ce qu'il faut savoir, c'est que la notion de parricide, la notion d'infanticide, n'est pas non plus définie dans le code pénal. Ça avait été supprimé, notamment dans un souci d'égalité. Voilà. Donc il n'y a pas de définition légale de féminicide aujourd'hui en droit français. Merci. D'un point de vue politique, recourir à la notion de féminicide n'est-il pas un moyen de rendre plus visible ce phénomène, et ainsi mieux le combattre? Alors, si au syndicat de la magistrature, on a, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, on a plutôt déclaré et démontré qu'il n'était pas forcément bénéfique pour les femmes de créer une incrimination spécifique de féminicide. En revanche, le syndicat de la magistrature est très favorable à ce que le terme de féminicide soit utilisé politiquement, soit utilisé publiquement, et soit même utilisé, j'ai envie de vous dire, dans l'enceinte judiciaire. Par exemple, lorsqu'un procureur de la République ou un avocat général, à l'occasion d'un procès, que ce soit un procès en correctionnel ou un procès d'assises parce qu'il y a meurtre, eh bien que le procureur de la République puisse utiliser, dans le cadre de ses réquisitions orales, de ses développements oratoires, le mot féminicide parce qu'il a un sens symbolique, parce qu'il a un sens assez fort politiquement. Là, pour le coup, je pense qu'il faut utiliser ce terme-là, parce que justement, il dit une réalité sociale, et il dit une réalité de notre société patriarcale et de ce que le féminicide est l'une des illustrations des inégalités de genre et de la société patriarcale, malheureusement encore extrêmement présent dans de nombreux aspects de la vie en société. D'accord, et cette fois-ci, d'un point de vue juridique, serait-il possible de consacrer cette notion de féminicide, ou bien certains principes s'y opposent? On pense notamment au principe d'égalité devant la loi. Est-ce que ça serait finalement opportun? Alors il y a deux raisons pour résumer le propos qui est assez complexe, hein, parce que là on rentre dans de la légistique. Donc, comment est-ce qu'on écrit la loi? Comment est-ce qu'on écrit une infraction? Comment est-ce qu'on écrit son élément matériel, son élément intentionnel, son élément légal? Ça, c'est les trois éléments qui composent une infraction. Principalement, les raisons pour lesquelles le syndicat de la magistrature était plutôt opposé à la création d'une incrimination autonome, c'était en raison de l'insuffisance de pouvoir apporter la preuve d'eux. C'est véritablement en termes probatoires. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut caractériser le fait
que telle personne, principalement tel homme, tel individu, a commis tel homicide, tel meurtre, au préjudice d'une femme, parce qu'elle est une femme, ou parce qu'il est les femmes, ou parce qu'il est misogyne, ou parce qu'il est sexiste. Est-ce qu'un homme, il tue sa femme parce que c'est sa conjointe, ou est-ce qu'il tue sa femme parce que c'est une femme? Comment est-ce que vous faites la différence? Comment est-ce que dans l'appréciation de l'intentionnalité du meurtrier potentiel, vous pouvez faire la différence de cette finesse d'intentionnalité-là, dans cette finesse de la volonté? J'ai presque envie de vous dire que principalement, en tous les cas, dans le phénomène de féminicide français, qui est différent dans d'autres États et notamment en Amérique latine, eh bien, principalement, à très gros traits, la question des féminicides a trait à des problèmes de couple, a trait à des problèmes de conjugalité, a trait à des problèmes de vie commune, où il y a des interactions extrêmement violentes. Et donc du coup, ce passage à l'acte ultime, dramatique, il est très souvent lié à cette conjugalité, à cette vie commune, et à des problèmes, pour le dire très vite, conjugaux. Et donc du coup, comment est-ce qu'on va arriver à caractériser que tel ou tel individu a tué sa femme, pas seulement parce que c'était son épouse, mais parce qu'il déteste les femmes en règle générale. Ça, c'est quasiment impossible à pouvoir démontrer. Et c'est pour ça que, en termes probatoires, si vous créez un élément intentionnel qui est fondé simplement sur le genre, eh bien vous risquez de faire tomber toute l'infraction. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en droit pénal, la démonstration d'une infraction, quand je vous dis caractériser une infraction, ça veut dire quoi? Ça veut dire caractériser son élément matériel, il l'a bien tué, avec un coup de couteau ou deux coups de couteau. Caractériser une intention, il a bien voulu tuer cette personne, et que c'était pas un accident, c'était pas involontaire, et qu'en plus, il y a un texte de loi qui le prenne. Il y a 3 éléments à caractériser. Si les 3 éléments ne sont pas caractérisés, il y a non-lieu, relax ou acquittement. Ça, c'est l'infraction autonome. Si jamais on décide de faire une incrimination pénale spécifique de féminicide. En revanche, à l'heure actuelle, il est prévu de sanctionner ce qu'on appelle un meurtre avec telle ou telle circonstance aggravante. Je vous ai dit tout à l'heure, la circonstance aggravante que c'était sa conjointe, la circonstance aggravante que c'était à caractère sexiste, la circonstance aggravante que c'était une personne vulnérable parce qu'elle était enceinte. Bref, il y a différentes circonstances aggravantes. Si jamais on n'arrive pas à démontrer que c'était à caractère sexiste, que cette intention-là à caractère sexiste, eh ben il n'y a que la circonstance aggravante qui tombe. Mais le meurtre, il tombe pas. Donc du coup, on sauve l'infraction principale. Et c'est pour ça que du coup, de créer une infraction autonome avec ces 3 éléments-là, sur la même ligne, je suis désolée, je parle avec les mains, mais c'est pour essayer d'être un peu pédagogique, et bien du coup, c'est pas que il n'y a pas de volonté politique de la part du syndicat de la magistrature de davantage réprimer les féminicides, c'est juste que, vous voyez, juste d'un problème juridique et de démonstration de tel élément ou de telle circonstance aggravante, eh bien on pense qu'il y a moins de risques, justement, dans la poursuite et la répression de ces infractions, à ne pas créer une infraction autonome. En revanche, le syndicat de la magistrature propose, et a proposé d'ailleurs devant cette mission parlementaire, de pouvoir doubler les circonstances aggravantes. Aujourd'hui, en droit pénal français, vous avez le meurtre avec la circonstance aggravante caractère sexiste et la circonstance aggravante ex-conjoint ou conjoint. Eh bien, on ne peut pas doubler, on ne peut pas dire qu'il y a la double circonstance aggravante de sexe et de couple. Il y a peu d'intérêt d'un point de vue pénal, puisque de toute façon, que ce soit le meurtre sexiste ou le meurtre en raison des liens avec la victime, en l'occurrence la conjugalité, de toute façon c'est réprimé à la perpétuité avec une seule circonstance aggravante. Mais c'est vrai que d'un point de vue symbolique, pour que justement y ait cette condamnation, y ait ce débat à l'audience ou pendant l'instruction du caractère sexiste ou pas d'une incrimination, le syndicat de la magistrature se dit il faudrait que dans la loi il soit prévu la double circonstance aggravante pour que justement il y ait ce débat-là et que soit affiché, soit caractérisé le fait que, oui, en l'occurrence, là, dans cette hypothèse, dans ce cas d'espèce, il y avait bien le caractère sexiste. Donc c'est un petit peu technique, j'en suis désolée,
Voilà, c'est véritablement dans la construction juridique de la caractérisation d'infraction que pour nous, il n'y aurait pas lieu à créer cette infraction autonome. La consécration juridique du féminicide n'aurait-elle pas pour effet pervers sur le plan symbolique d'enfermer la femme dans le rôle de victime fragile qu'il faut protéger et d'assigner à l'homme un rôle d'agresseur? Alors c'est tout le débat. Là, on sort un peu des réflexions du syndicat de la magistrature et du caractère juridique de la question. C'est presque une question philosophique et c'est même une question presque militante, là. Et là, ça traverse tous les courants féministes. C'est vrai que le courant féministe a toujours utilisé le droit comme un levier émancipateur et comme un levier pour pouvoir œuvrer en termes d'égalité. Après, on peut aussi se poser la question de pourquoi est-ce que l'arme du droit serait finalement l'outil, le dispositif idoine en faveur d'une émancipation des femmes. Est-ce que le fait de créer des catégories, est-ce que le fait de prévoir des catégories de genre, est-ce que le fait de prévoir la circonstance aggravante à raison du sexe, en raison du caractère sexiste, est-ce que ça n'enferme pas les uns et les autres justement dans des catégories? Et que cette catégorie-là, est-ce que finalement la violence conjugale n'est pas utilisée par le droit pénal dans son rôle le plus conservateur, j'ai envie de dire, d'essentialisation des uns et des autres, des catégories, en les opposant les unes aux autres. Et malheureusement, dans la catégorisation que fait le droit pénal, eh bien la femme est la personne vulnérable, et cette personne à protéger, et puis l'homme est cette personne qui serait le dominateur, serait celui qui aurait une emprise sûre. Est-ce que du coup, cette façon de faire, cette pensée juridique, n'enferme pas l'homme comme la personne violente et la femme comme la personne vulnérable et la personne à protéger? C'est un vrai sujet philosophique qui me dépasse un peu, en tous les cas que je vous livre sous des traits interrogatifs. Je ne vous dirai pas, parce que ça n'intéresse personne, quel est mon avis sur la question, mais en l'occurrence, voilà, si on devait un peu le raccrocher sur la manière dont les définitions dans le code pénal sont égrenées depuis des dizaines et des dizaines d'années, ça pose la question justement de savoir si, là, en matière de violence sexiste, de violence à caractère sexuel, de féminicide, si justement l'essentialisation de l'homme violent et l'essentialisation de la femme victime n'est pas égrenée à travers cette classification. C'est une vraie question qui mérite d'être posée. Des pays, notamment d'Amérique latine, ont introduit dans leur législation la notion de féminicide. Doit-on y voir une forme de progressisme de nature à nous inspirer ou plutôt une traduction d'un particularisme culturel que nous n'aurions pas intérêt à imiter? Alors, ça a été beaucoup documenté, la question des féminicides dans différents pays. Et je pense que la situation française est assez différente de la situation latine, d'Amérique latine, et de la situation notamment en Espagne ou même au Canada. De ce que je sais et de ce que j'ai pu en lire, il n'y a pas en France eu ce qu'on appelle des féminicides de masse. Au Canada, en 89, il y a eu l'attaque de l'école polytechnique, où il y a eu, je crois, 14 femmes qui ont été tuées d'un seul coup. Là, on peut parler de crimes de masse. C'est un phénomène que nous n'avons pas connu en France. De la même manière, en Amérique latine, avec les féminicides de Soudia de Juarez, on est sur des féminicides de masse où ça concerne des dizaines et des dizaines de femmes. Et c'est ce caractère sériel qui fait que le féminicide traduit un phénomène qui ne s'est pas vu en France. En tous les cas, moi je n'en ai pas connaissance, ça n'a pas été étudié. Donc du coup, forcément, les législations ne sont pas les mêmes.
le besoin et la nécessité de légiférer face à un phénomène sériel, face à un phénomène de masse comme ça, n'a pas eu ne s'est pas imposé de la même manière et avec la même force en France. Donc je pense que du coup, si on devait faire du droit comparé, on ne pourrait pas plaquer la législation espagnole, la législation latine en France parce que nos manières de tuer les femmes, c'est horrible à dire, mais nos manières de tuer les femmes ne répondent pas aux mêmes fonctionnalités du passage à l'acte. Dans les procès pénaux portant sur les féminicides ou plus largement sur les violences conjugales, est souvent évoquée la notion d'emprise. Or, les avocats de la défense parfois combattent ce terme en estimant qu'il n'a pas réellement qu'il est vide de sens. Donc, est-ce qu'il existe une notion juridique claire de la notion d'emprise ? Ce sont des concepts qui sont peu définis dans le code pénal, même s'il y a eu des efforts ces dernières années pour traduire cette notion du consentement dans les textes. Mais d'un point de vue jurisprudentiel et dans les pratiques juridictionnelles des différentes juridictions, que ce soit les audiences correctionnelles ou que ce soit les audiences devant la cour d'assises, la question de la contrainte morale, la question de l'emprise, et quand même, ce sont vraiment des notions qui sont très, très largement appliquées, qui sont très largement documentées, très largement appliquées. Après, il y a aussi une forme de méconnaissance de ce qui se passe dans le cénacle judiciaire. Parce que ce sont des sujets qui sont extrêmement sensibles et sur lesquels il y a beaucoup d'émotions et de passions. Et il faut pouvoir s'extraire de ces éléments. On ne juge pas quelqu'un sous l'émotion, on ne juge pas quelqu'un en faisant appel à des ressorts émotifs. Donc du coup, ce sont des concepts juridiques qui sont quand même très bien définis. Et la notion d'emprise, elle est décortiquée, que ce soit durant l'enquête préliminaire ou l'enquête de flagrance, ou que ce soit durant l'instruction devant le juge d'instruction, et ensuite devant le tribunal correctionnel, de manière quasi systématique. Forcément, c'est toujours le point qui achoppe. C'est-à-dire, oui, j'ai bien couché avec elle, mais non, elle était consentante. C'est le débat rituel, j'ai envie de vous dire, devant les juridictions. Et forcément, la question de l'emprise, il va y avoir des éléments qui vont être objectivables et des éléments qu'on va devoir objectiver. Les éléments objectivables, c'est l'âge, la différence d'âge. Forcément, entre un adulte et une enfant, entre une enfant de 9 ans et une enfant de 17 ans, forcément, les rapports d'emprise vont être différents. Il va y avoir une notion d'emprise qui va être différente selon le statut social, selon l'environnement, selon aussi que on va avoir une femme qui aura été plus ou moins mise à l'isolement. Je dis ça comme ça, mais très souvent dans les violences conjugales, on a des femmes qui sont très très isolées, qui ne sont plus du tout en capacité de pouvoir avoir une vie sociale, parce que justement il y a une emprise de l'homme. Alors je parle de l'homme depuis le début de l'interview, parce que c'est quand même majoritairement les faits dont on a à connaître. Mais en tous les cas, oui, la situation d'emprise, elle est extrêmement présente dans le syllogisme juridique et dans la démonstration de devoir justement qualifier ce consentement. Des chiffres montrent que les femmes portent peu souvent plainte lorsqu'elles sont victimes de violences conjugales. Lorsqu'elles osent le faire, elles sont parfois mal reçues dans les commissariats, ce qui peut les conduire à renoncer à leur démarche. Alors même que ce problème d'accueil policier est connu du grand public, comment expliquer qu'il demeure toujours aujourd'hui et comment le combattre ? Il y a eu le Grenelle sur les violences conjugales au début du quinquennat de Macron, avec comme politique publique extrêmement affichée de ce qu'il fallait absolument combattre ce phénomène. Et pour pouvoir combattre ce phénomène, il y avait la question de la libération de la parole et la question de la prise en charge et du recueil de plaintes des femmes victimes de violences conjugales. Donc du coup, il y a une véritable prise de conscience et c'est vrai qu'on ne peut pas mésestimer le fait que ce gouvernement a pris à bras-le-corps ce sujet. Sauf qu'une fois qu'on a installé ce Grenelle, une fois qu'on en a parlé, une fois qu'on a beaucoup ergoté autour de cette problématique, il faut pouvoir aussi derrière mettre les moyens.
et les moyens d'accompagnement, les moyens pour pouvoir former les policiers au recueil de cette parole-là, qui est particulière. Hein. Comme vous l'avez dit, c'est très compliqué de pouvoir parler des violences qu'on subit parfois dans l'intimité. Là, l'accompagnement est totalement insuffisant. On commence à avoir des voix, là, avec 2 ans de recul, qui s'insurgent sur les moyens indigents qui sont consacrés dans l'accompagnement des personnes qui vont aller déposer plainte dans les commissariats ou les brigades spécialisées en matière de violence conjugale. Ça devient véritablement honteux. Alors, il y a des services qui sont spécialisés, il y a des policiers qui sont de plus en plus formés, mais c'est insuffisant. Lorsque vous voyez que les millions qui ont été dégagés dans le cadre de cette politique publique sont dérisoires par rapport aux politiques publiques de l'Espagne, où il y a eu presque 1 milliard qui a été dégagé, alors qu'en France on est extrêmement loin, forcément on est extrêmement déçu. C'est-à-dire qu'à la fois, moi je veux bien qu'on parle de féminicide, qu'on parle de ce mot, que l'on dévoile ce mot, c'est... j'ai un doute. C'est Simone de Beauvoir, dis donc, je l'avais oublié. C'est Simone de Beauvoir qui a dit nommer c'est dévoiler, et dévoiler c'est déjà faire. Donc c'est très bien, une fois qu'on a dit ça et qu'on affiche des politiques publiques. Sauf qu'il faut des mesures d'accompagnement. Je vous donne un exemple. Alors là, on n'est pas dans le cadre des féminicides, on est dans le cadre des violences sexistes et à caractère sexuel. Plus de 50% des violences conjugales sont commises alors que la personne, auteur ou autrice, était sous l'emprise d'un état alcoolique. Les mesures dans le cadre du Grenelle sur les violences conjugales sur la question des addictions est quasiment nulle. La prise en charge, les moyens, les structures pour pouvoir accompagner les auteurs sur le phénomène des addictions est quasiment nulle. Il n'y a quasiment aucune structure qui a été développée de manière suffisante, pas de budget suffisant. Vous pouvez toujours aller poursuivre la personne auteure de violences conjugales, la mettre en prison, lui mettre des obligations de soins, lui interdire d'entrer en contact avec la victime, lui supprimer ses droits de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants. Bref, vous pourrez toujours être dans l'impression, si vous ne traitez pas le problème de l'alcool, à coup sûr il va réitérer, il va récidiver. Donc on voit bien que cette question-là, elle est pluridisciplinaire. Elle appelle l'intervention, pas seulement de l'autorité judiciaire, qui est forcément là pour enquêter, qui est forcément là pour réprimer, mais on doit pouvoir être en mesure de travailler en partenariat avec des structures sanitaires, et notamment avec des addictologues, et avec des soignants qui soient spécialisés en la matière. Je vous donne un exemple. Moi, je suis juge des libertés et de la détention à Bobigny. Je peux vous dire que j'envoie des dossiers de violence conjugale. Et quand j'ai des hommes qui sont présentés devant moi, que je place sous contrôle judiciaire, dans l'attente d'être jugés, et quand dans le cadre de ce contrôle judiciaire, je prononce une obligation de soins, et notamment de soins en addictologie, parce que cette personne a des problèmes d'alcool, et qu'en l'occurrence, il s'avère que les fois où il a frappé sa femme, il était sous l'emprise d'un alcool, parce que j'ai les résultats toxicologiques, et j'ai les analyses sanguines. Et que en plus, sa femme nous dit que c'est systématiquement quand monsieur a bu, qu'il est extrêmement violent et qu'il est inarrêtable. Eh bien, en Seine-Saint-Denis, les structures de prise en charge en termes d'addiction, il faut des mois pour pouvoir les actionner. Il n'y a pas suffisamment de financement pour pouvoir aider ces personnes-là. Donc du coup, si l'autorité judiciaire est désarmée dans le cadre du suivi et de l'accompagnement, j'appelle ça l'accompagnement, de ces personnes-là, on n'arrivera pas à travailler sur les violences conjugales. On ne peut pas décider de mener une politique pénale à court terme. Alors forcément, c'est beaucoup plus simple de faire un Grenelle sur quelques années, ou sur la moitié d'un quinquennat, plutôt que de réfléchir à la question des addictions, qui peut prendre chez une personne 10 ans avant d'arrêter de boire. Mais sauf que ça, électoralement, c'est pas payant. Des nouvelles dispositions ont récemment été adoptées pour empêcher les féminicides. Donc on pense aux bracelets anti-rapprochement, aux ordonnances de protection ou au téléphone grave danger. Or, il est parfois reproché aux magistrats de ne pas suffisamment s'être approprié ces outils. Est-ce que vous partagez ce constat ou... Oui, c'est vrai. Dans certaines juridictions, les téléphones grave danger n'ont pas été utilisés comme ils auraient dû l'être. Alors pour différentes raisons, soit par
par manque de fluidité de l'information, par manque de moyens également, parce que c'est pas parce qu'on a un téléphone que derrière on a les effectifs pour pouvoir mettre en place ce téléphone grave danger. Et puis parfois aussi parce que dans certains ressorts, il n'y en avait pas suffisamment. Ce qu'il faut savoir, c'est que notamment sur Paris, l'année dernière, lorsqu'il a été question de finaliser le Grenelle sur les violences conjugales, à la suite de la constatation du fait qu'il n'y avait pas suffisamment de téléphones grave danger pour le tribunal judiciaire de Paris, il en a été commandé seulement quelques dizaines. Donc du coup, c'est totalement insuffisant aussi en termes de besoins. Après, je ne pense pas qu'il faille tout miser sur ce type de dispositif. Je pense qu'ils peuvent être utiles, mais qu'ils sont utiles dans la complémentarité avec d'autres dispositifs. Et surtout, je pense que les exemples maintenant commencent à être nombreux. Il y a des personnes qui ont un téléphone grave danger, qui sont quand même victimes de violences conjugales. Il y a des femmes qui avaient dénoncé des violences et pour lesquelles l'auteur avait été mis sous bracelet et qui malheureusement, quelques semaines ou quelques mois après, ont été tués par cette même personne. Donc on voit bien que ce ne sont pas des dispositifs qui sont là pour empêcher le passage à l'acte. En revanche, ce qui a été étudié, c'est que ça permet ce qu'on appelle un certain empowerment. C'est-à-dire que les victimes, en ayant ce type de dispositif, ont davantage confiance et sont rassurées de ce que, très rapidement, elles peuvent être appelées des effectifs de police ou qu'au moins la technique peut un peu retarder certains passages à l'acte. Donc du coup, sur la question de la réassurance que peuvent apporter ces dispositifs, c'est vrai que les témoignages des victimes sont assez concordants en la matière. Mais il est tout à fait indispensable que l'autorité judiciaire, vous avez raison, s'approprie davantage ce type de dispositif, sauf que pour pouvoir les mettre en œuvre, il faut aussi qu'il y ait suffisamment de juges, et notamment les juges d'application des peines qui vont prononcer la mise en place de ce type de dispositif. Il faut qu'ils puissent être accompagnés d'un greffier, il faut qu'ils puissent être accompagnés d'un conseiller d'insertion et de probation, en tous les cas de personnes qui sont spécialisées dans la mise en place et le suivi des barres, parce que c'est pas le tout de l'installer, il faut aussi qu'on gère les alertes, qu'on gère les incidents, qu'on gère les dysfonctionnements techniques, et ça demande des investissements, pas forcément à un instant T, mais sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années, lorsqu'il y a plusieurs dossiers qui s'enchaînent. Donc du coup, c'est aussi un défaut d'effectifs, un défaut de moyens, malheureusement, on en revient toujours là, mais c'est malheureusement l'état extrêmement dégradé de l'institution judiciaire qui peut expliquer aussi, je dis pas que c'est que ça, qui peut expliquer aussi que ces dispositifs mettent du temps à être mis en place. Grand merci pour notre dernière question. Pensez-vous que les outils juridiques actuels soient suffisants pour faire face aux problèmes des violences conjugales et du féminicide en particulier, ou pourraient-ils être complétés par d'autres ? Il faut qu'on arrête de légiférer en la matière. Notre ordonnancement juridique, notre code pénal est suffisamment armé, on a toutes les infractions pénales, on a toutes les circonstances aggravantes, on a des dispositifs qui sont prévus en termes d'exécution des peines, en prévision du passage à un procès. Même les ordonnances de protection devant le juge d'affaires familiales ont été renforcées, donc les dispositifs juridiques, l'arsenal législatif, l'arsenal juridique est tout à fait suffisant. Désormais, il faut armer les juridictions, alors armer au sens des effectifs, des moyens, d'un budget. Il faut également former, je pense, les professionnels de la justice et les professionnels de l'institution policière et des gendarmeries pour pouvoir accueillir la parole de ces femmes-là. Et puis surtout, je pense que la question n'est pas d'ordre d'insuffisance juridique, mais elle est surtout d'insuffisance de dispositifs pluridisciplinaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'une femme va dans un commissariat ou une brigade pour aller déposer plainte, ça n'est pas qu'une plainte à recueillir. C'est la question de la prise en charge de ses enfants. C'est la question de son logement. Est-ce qu'il faut qu'elle soit éloignée de son logement ou pas ? Est-ce qu'il faut qu'elle quitte son logement ou pas ? Est-ce qu'il faut qu'elle aille habiter ailleurs ? Est-ce que c'est elle qui quitte le domicile ? Est-ce que c'est l'auteur qui quitte le domicile ? Mais si c'est l'auteur qui quitte le domicile, il faut aussi penser en termes de logement ou de prise en charge pour l'auteur. Donc du coup, là je vous parle de logement, je vous parle de santé, je vous parle
de prise en charge des enfants, qui n'ont rien à voir a priori avec la discipline juridique, mais sauf que voilà, la prise en charge d'une plainte, c'est tout ça. Donc si vous n'avez pas une assistante sociale qui soit activable dans les commissariats, si vous n'avez pas une prise en charge psychologique, s'il y a urgemment besoin de prendre en charge les enfants ou la personne qui est victime, si vous n'avez pas non plus des créneaux suffisamment satisfaisants sur les unités médico-légales, qu'il y a des rendez-vous à 48 heures, 96 heures, alors qu'il y a urgence à ce qu'elle soit vue par un médecin dans des conditions satisfaisantes dans un hôpital qui soit ouvert à la question, parce qu'il y a UMJ et UMJ, hein, c'est tout ça. Donc du coup, quand je parle de prise en charge pluridisciplinaire, c'est vrai que on aurait peut-être tendance à croire, ah bah dis donc, ils sont bien beaux, syndicats de la magistrature, ils ne parlent pas que de l'institution judiciaire, mais de bien d'autres services publics. Mais en tous les cas, c'est un phénomène social qui mérite une prise en charge, à mon sens, qui touche différentes sciences. Merci beaucoup Madame Massoud. Cette interview touche à sa fin et nous vous remercions encore une fois d'avoir accepté de partager votre expertise sur ce sujet. Merci beaucoup à vous. Pour vous qui nous regardez, vous pouvez compléter cette séquence en consultant notre vidéo consacrée au féminicide, ainsi que notre interview d'Ernestine René, membre du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, co-directrice du diplôme universitaire Violences faites aux femmes à l'Université Paris 8. Au revoir et à très vite sur Scène de crime.